Alors, je suis très heureuse et puis j'ai eu le bonheur quand même d'entendre quelques collègues, comme vous mentionniez, ben, Madame Guétem, là, que je viens d'entendre, et puis hier, Madame Souris également. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des liens intéressants à faire. Et puis, c'est un plaisir d'être avec vous. En fait, on m'avait demandé de parler, alors je dis tout de suite que je suis très peu technologique, alors c'est Karine qui va partager mon PowerPoint. Oh, je suis désolée, je viens de m'en souvenir. Bon. Alors, ça me fait plaisir de voir que c'est pas seulement une question d'âge, l'oubli et la technologie. Mais de toute façon, je peux commencer parce que j'avais 5 minutes où je voulais parler seulement de la première diapo. Fait qu'en fait, c'est ça. En discussion avec Karine, elle m'avait proposé de parler sur les politiques éducatives, l'équité, le vivre ensemble dans le contexte canadien. Et effectivement, bien, c'est vers ça que je m'oriente. Mais en étant conscient que peut-être quand Karine me l'a demandé, elle avait peut-être l'idée de vivre ensemble liée plus à la diversité ethnoculturelle. Et moi, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est justement un modèle dominant maintenant au Canada qui s'appelle Équité, Diversité, Inclusion, qui a tendance à aborder l'ensemble des marqueurs de diversité dans une seule approche. Mais ce que je vais quand même faire aujourd'hui, donc en 4 parties, je suis aussi comparatiste et évidemment, j'ai fait beaucoup de travail avec la France également. Et évidemment, quand on parle à des Français, le problème, c'est que même le chercheur français le plus chevronné pense souvent le Canada comme on pense la France, c'est-à-dire comme un espace éducatif unifié. Alors, quand on parle du Canada, évidemment, il faut se rappeler que l'éducation primaire et secondaire, en dessous de l'université, est une responsabilité exclusive des provinces. Donc, en réalité, on a 10 systèmes d'éducation, voire même 13 si on prend les territoires en compte. Donc, j'ai commencé en mettant en nuançant mon propos, en montrant que toutes les provinces canadiennes n'ont pas nécessairement cette approche d'équité, diversité et inclusion. Ensuite, je vais approfondir une expérience de la principale province de réception des immigrants au Canada, mais aussi la plus importante démographiquement, qui est l'Ontario. Alors, ça va bien tomber puisque je sais qu'il y a pas mal ici de gens qui sont des personnes qui étudient le monde anglophone. Après, on reviendra un petit peu justement sur les tensions normatives et les conceptuelles autour de cette approche-là. Je les ai un petit peu évoquées, mais très rapidement hier à la suite de la présentation de la collègue. Alors donc, ce modèle dominant qui est EDI, c'est rendu presque au Canada, on n'a même pas équité, diversité, inclusion. Mais comme j'ai dit, je vais en parler plus tard. Ces caractéristiques sont d'aborder tous les marqueurs de diversité dans une perspective englobante. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on le trouve effectivement dans les deux grandes provinces qui accueillent énormément d'immigrants au Canada, c'est-à-dire l'Ontario et la Colombie-Britannique. Et puis la Nouvelle-Écosse, ceux qui sont peut-être connaissent un peu mieux le Canada sauront que c'est la province qui ressemble le plus aux États-Unis en termes de rapport aux minorités racisées, au sens où il y avait les minorités noires qui datent du 18e siècle, les loyalistes noirs qui n'ont pas voulu devenir américains, mais qui malgré tout ont été soumis à de la discrimination raciale marquée jusqu'au dans les années 60. Donc, c'est dans ces trois provinces-là, moi, je vais me focusser sur l'Ontario, mais si vous regardez sur les sites web de la Colombie-Britannique ou de la Nouvelle-Écosse, vous trouveriez sensiblement les mêmes choses que je vais décrire. Ce qui est marquant, c'est que, alors que dans les années 90, on avait beaucoup des politiques antiracistes, donc axées finalement sur le marqueur de la race, c'est vraiment un projet des années 90. Il n'y a aucune province maintenant qui passe par une telle porte d'entrée, sauf l'Alberta qui, justement, avait eu un gouvernement conservateur et plutôt de droite, qui donc, pendant 15-20 ans, avait rien fait, et qui, eux, en sont à l'antiracisme. Mais globalement, on n'est pas nécessairement dans cette perspective-là, bien que vous verrez que l'antiracisme est intégré dans les politiques de DI. Prochaine diapositive. On a aussi des provinces, changement de diapositive, oui, des provinces où il n'y a pas vraiment d'encadrement ministériel, parce qu'elles ont très peu d'immigrants, ce sont les provinces maritimes, et aussi Manitoba, Saskatchewan, bien que dans ces provinces-là, il y a des développements importants autour de la question autochtone, mais pas autour de questions plus larges de diversité. Je peux changer de diapo encore. Et puis, il y a comme toujours l'exception québécoise. Vous pourrez me poser des questions là-dessus, mais j'ai pas voulu traiter du Québec aujourd'hui parce que je trouvais que le modèle équité, diversité, inclusion de l'Ontario est plus intéressant à titre comparatif, mais aussi comme piste d'avenir. Alors, fondamentalement, c'est ça. C'est l'emploi toujours du terme éducation interculturelle qui date de 25 ans déjà. La discrimination abordée essentiellement à partir d'une perspective individuelle.
une certaine résistance à reconnaître l'existence du racisme, la discrimination systémique, mais par contre, beaucoup d'initiatives dans les milieux universitaires qui ont tendance à rejoindre un peu l'approche équité, diversité, inclusion sous l'approche d'éducation inclusive qui effectivement plaide pour une approche globale des marqueurs et des obstacles que vivent les élèves. Mais le Québec, qui avait manifesté un beau leadership dans les années 80-90, actuellement, c'est pas la province la plus intéressante dans ce domaine-là au Canada. Alors, c'est la raison pour laquelle je me focus sur l'Ontario, mais on pourra parler de ce qui se passe au Québec également. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, c'est quoi les grandes caractéristiques de ce paradigme équité, diversité, inclusion? Et je me suis amusé en italique à le contraster avec soit une rhétorique jacobine, mais qui n'existe pas, c'est pas un modèle, les modèles purs n'existent pas, ou carrément ce qu'on pourrait lire dans certains journaux français sur ces questions-là. Alors, justement, la première chose, je l'ai dit, c'est le fait qu'on faut aborder l'ensemble des marqueurs de diversité dans leur intersectionnalité. Et par rapport, par exemple, à une critique qu'on trouve souvent comme quoi la diversité ethnoculturelle est une menace à l'égalité des genres, ce qui n'est pas entièrement non fondé, mais on voit que ces deux rhétoriques, et on la trouve également au Québec, celle-là, énormément, parce que justement, quand je parle du modèle jacobin, je ne peux pas nier que le Québec aussi, on a beaucoup d'une partie de nos rhétoriques qui sont influencées par la France. Mais d'autre part, on en a beaucoup parlé hier, et encore tout à l'heure dans la présentation, c'est l'accent sur la centration sur l'élève qui est porteur de divers marqueurs, mais en même temps avec reconnaissance de certaines appartenances groupales. Alors, c'est complexe et j'y reviendrai dans les tensions. Et le discours est souvent entrecroisé. C'est l'élève qui est porteur, qui définit son identité, c'est l'élève qui est porteur de ses marqueurs, mais en même temps, il y a souvent une forte rhétorique sur les minorités. Peut-être pas l'entièreté des minorités racisées, parce qu'au Canada, certaines minorités dites racisées, comme les Asiatiques, ont un profil de réussite scolaire très, très élevé, mais beaucoup les minorités noires et les minorités autochtones. Et effectivement, c'est beaucoup, en d'autres mots, est beaucoup plus complexe que simplement le danger du communautarisme. En d'autres mots, ce qu'on lit dans ces politiques-là, c'est pas un communautarisme simpliste, même s'il peut y avoir certaines tensions. Également, et ça, je pense que Madame en a parlé hier, et aussi quand on a, je veux dire, tout à l'heure, et quand on a discuté des fameuses évaluations de réussite et tout, c'est le fait de reconnaître que le droit de réussir doit être accompagné du droit à vivre une expérience scolaire positive. Donc, finalement, les deux doivent aller de pair et non pas seulement la réussite académique. C'est quelque chose qui marque ce paradigme-là. On change de diapo. Évidemment, un rapport critique avec le curriculum et de sa redéfinition. Donc, que le curriculum est construit et qu'il n'y a pas objectivité des savoirs, ou en tout cas, il n'y a surtout pas objectivité des savoirs scolaires. On s'entend qu'on peut avoir un débat, qu'on y reviendra dans les tensions sur le fait qu'il y a des critères d'objectivité des savoirs, mais le savoir scolaire est toujours une sélection. Et ça, c'est une vieille histoire de la nouvelle sociologie de l'éducation, qui est évidemment pas très nouvelle, parce que ça date des années 70. Mais ce qui est nouveau, c'est d'entendre dire ça dans une politique scolaire, c'est-à-dire les savoirs sont construits et surtout la sélection des savoirs scolaires est arbitraire. Donc, dans ce sens-là, il faut avoir un rapport critique avec le curriculum. Accent sur la discrimination et les obstacles qui émanent des institutions et de leurs acteurs, par rapport à énormément de politiques, y compris les politiques d'éducation interculturelle, où l'existence du racisme, comme je l'ai mentionné, est souvent mentionnée comme une déviance, une erreur des individus, mais très, très peu comme un effet du système lui-même. Et alors, pour démoliser ce que j'ai dit par rapport à l'approche antiraciste, même si les politiques ne s'appellent plus politiques antiracistes, en fait, il y a une accentuation de l'action antiraciste. Donc, ça ne répond pas à la fameuse critique facile comme quoi le multiculturalisme ou la sensibilité culturelle amène un évitement du racisme par la valorisation folklorique. En tout cas, au moins dans les grandes marques du paradigme. Alors, allons maintenant dans le détail de ce qu'on pourrait retrouver dans une politique réelle. Je peux changer de diapositive. Celle de l'Ontario Equity Action Plan.
qui est donc la politique scolaire qui a été mise en œuvre en 2017. J'aurais aimé vous donner des effets un peu sur sa mise en œuvre, mais il faut comprendre que ça a été annoncé en 2017, ça a commencé à être mis en œuvre 2018, 2019, il y avait des plans d'action qui pouvaient être définis dans tous les conseils scolaires parce que l'éducation est très décentralisée en Ontario comme dans toutes les provinces canadiennes. Et à ce moment-là, il y a eu la pandémie, la COVID. Donc, je pense que le moment des grandes évaluations va peut-être être dans un an ou deux, mais quand même intéressant de regarder ce qui est dit dans la politique. On peut changer de diapo. Alors, beaucoup de choses qui se recoupent par rapport à ce que j'ai dit, mais c'est des citations. Donc, c'est important parce que dans le fond, ça nous dit exactement. Bon, l'équité est une condition nécessaire à l'excellence. Donc, on ne peut pas opposer équité et excellence. Il faut aussi, donc, avant même de parler de la réussite scolaire des groupes qui connaissent un déficit de diplomation, la première raison pour avoir des politiques d'équité, c'est parce qu'on ne peut pas être excellent si on n'est pas équitable, parce qu'on se prive des talents. Donc, il y a une logique là-dedans un petit peu marchande qu'on retrouve assez fortement dans l'EDI. Le bien-être de tous les élèves. Donc, même les élèves qui réussissent, c'est pas une excuse que les Asiatiques réussissent ou que les filles réussissent bien à l'école. Ça ne veut pas dire qu'elles il ou elle vivent des situations de bien-être. Et puis aussi, pour que les citoyens aient confiance dans l'éducation publique et s'en aillent pas dans l'enseignement privé, il est important que l'équité soit actualisée dans les institutions publiques. Parce que chez nous, l'enseignement privé n'est pas seulement choisi souvent par des gens qui sont privilégiés, mais aussi parce que surtout dans certaines provinces, c'est assez bien financé. Il y a un mouvement de tendance de certaines populations défavorisées, notamment noires, de s'en aller vers des écoles privées, mais à projet éducatif particulier. Donc, il y a aussi cette compétition avec ce secteur alternatif. L'école, c'est un lieu où tout le monde doit se sentir au-delà de leurs différences. Alors, bienvenue, welcome, c'est assez classique, mais en sécurité, et là, ça pose la question des safe spaces, dont on a entendu parler peut-être plus à l'université, mais on voit que c'est présent maintenant chez nous aussi, c'est-à-dire, et on les reverra dans les tensions aussi, effectivement. La diversité doit non seulement être apprise, mais elle doit être reflétée dans le curriculum et dans les rapports avec la famille. Alors, je change de diapositive. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la politique, elle est aussi complémentaire aux initiatives qui, elles, sont axées sur un seul marqueur, mais ces initiatives-là ne sont pas du système scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des grandes politiques sociétales spécifiques par marqueur, et une politique qui est au niveau éducatif qui intègre tous les marqueurs. Alors, par exemple, évidemment, l'Ontario a une stratégie de réconciliation et d'éducation visant les Autochtones, mais éducation pas des Autochtones, mais l'éducation du grand public par rapport aux Autochtones, puisque les provinces ne s'occupent pas de l'éducation des Autochtones, qui est d'une responsabilité fédérale. Beaucoup d'initiatives à l'égard des étudiants LGBTQ et le Two-Spirit, c'est la version autochtone des personnes non-binaires. Si vous avez des questions, je vous répondrai. Je sais qu'il y a beaucoup de jargon qui est spécifique d'un contexte à l'autre. Il y a aussi une stratégie ontarienne à l'égard des jeunes noirs, mais qui est sociétale, une stratégie de réduction de la pauvreté, puis évidemment, accessibilité, service aux personnes handicapées. Mais en milieu éducatif, on s'attend à ce que l'ensemble de ces marqueurs-là soient abordés dans les politiques scolaires et pris en compte. Il y a aussi un secrétariat à l'équité en éducation qui a des ressources et qui est imputable. Mais comme je l'ai dit, essentiellement, l'Ontario, cette politique-là est là pour que les 72 conseils scolaires qui sont quand même des autorités scolaires élues, contrairement à la France, donc quand même avec une certaine légitimité politique, même si au Canada, les gens votent pas énormément, mais quand même, ce sont des élus, donc on peut pas leur dire quoi faire à 100%. Et d'autre part, ben aussi toutes les actions locales. On peut changer de diapo. Alors, concrètement, c'est quoi les champs d'action que normalement on doit retrouver dans ces 72 plans d'action qui vont devoir être développés par les 72 conseils scolaires de l'Ontario? Eh bien, il va d'abord y avoir un grand champ qui est sur les pratiques à l'école et dans les classes. Et là, on retrouve effectivement des choses dont on a discuté hier, le fameux Culturally Responsive Pedagogy, la pédagogie socialement pertinente, culturellement pertinente. En fait, c'est la traduction canadienne, je sais que ça a été employé un peu, ou culturellement adapté, ça dépend des provinces. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas lié à la différence ethnoculturelle. C'est lié à l'ensemble des marqueurs, donc c'est les besoins et les réalités de tous les étudiants.
Et ça pourrait être autant, par exemple, ben justement, comme vous l'avez mentionné, l'identité de genre qui prend beaucoup, beaucoup d'importance et qui, je dirais, au Canada est probablement sujet de plus de débats et de tensions, peut-être même que les questions ethnoculturelles, parce que c'est comme c'est plus nouveau, donc le milieu est peut-être plus sollicité, plus remis en question. Ça peut être aussi toutes les questions de diversité linguistique qui sont pas toutes liées à des questions d'immigration. Ça peut être, j'ai mentionné le handicap, qui est aussi une des diversités les plus difficiles à accommoder, entre autres parce qu'on est passé du handicap physique au handicap psychologique et on retrouve par exemple de plus en plus d'élèves autistes ou dans le spectre de l'autisme. Donc, on a vraiment un ensemble de marqueurs qui doivent être pris en question. Ceci dit, on doit privilégier les marqueurs qui coïncident avec des barrières systémiques. Et il y a dans la politique, au Canada, on n'a pas un système d'éducation. En tout cas, en Ontario, le système d'éducation n'est pas sélectif assez haut. Ça correspond par rapport à la France, il ne serait pas sélectif avant le bac en théorie. Mais par contre, à partir de la 9e année qui correspondrait au BEPC, si ça existe toujours, ou en tout cas à la fin de la 3e, il y a des filières informelles. Donc, officiellement, il n'y a pas de filière, mais si vous choisissez un cours de maths plus avancé, ça conditionne vos chances de vie. Donc, il y a toute une réflexion autour de l'existence de ces filières-là. Il y a toute la question qui touche peut-être plus les minorités noires, mais aussi les garçons en général et les garçons aussi de milieux défavorisés, qui est les expulsions et les suspensions. Donc, toute la question de l'inverse du drop-out, c'est-à-dire les gens qui n'abandonnent pas l'école, mais qu'on exclut de l'école pour des comportements disciplinaires. Et bien sûr, la question de la proportion des parents qu'on ne retrouve pas dans le système scolaire. Donc, ça, c'est un grand pan qui doit être présent dans les plans d'action locaux. Je change de diapo. Ça, par contre, il y a aussi toute la question de comment les conseils scolaires eux-mêmes vont s'auto-évaluer et avoir, en termes de gouvernance, par rapport aux enjeux d'équité et de droits humains. Alors, par exemple, et ça, je pense que c'est assez novateur, lorsque les directions d'école sont évaluées régulièrement pour à des fins de promotion ou à des fins de permanence dans un premier temps, à des fins de promotion, les autres gestionnaires de l'éducation, quand on progresse, on devient conseiller pédagogique ou quoi que ce soit, que dans toutes pas les formulaires, mais les entrevues, les évaluations formelles, la performance relative à l'équité aux droits humains, ça devient un élément central. La formation, bien sûr. La diversité, un élément du recrutement. Je dirais que moi j'ai oublié de mentionner que j'ai été très active aussi dans la politique de l'Université de Montréal, mais ça, c'est tout récent, je n'ai pas voulu en parler, mais par exemple, maintenant, chaque fois qu'on doit engager un gestionnaire ou un employé professionnel, et même des fois des gens moins qualifiés, je veux dire, moins haut dans la hiérarchie, mais qui sont en relation avec des étudiants, comme une secrétaire, une adjointe administrative, ça fait partie des canevas d'entrevue. Donc, c'est vraiment quelque chose, mais donc, c'est pas si étonnant que ça, mais je veux dire, c'est quand même assez nouveau. Et puis, structure formelle, on peut aller un petit peu plus vite parce que je vais me garder du temps pour la partie un peu plus critique. Donc, on peut aller à la 3e diapo. Justement, l'insistance sur l'importance d'avoir des données, des indicateurs et des données. Je sais qu'en France, c'est un sujet délicat encore maintenant, et toute la question des données personnelles, on dit qu'elles sont fournies sur une base volontaire par les élèves ou leurs parents. Mais il y a quand même des débats assez complexes. Il y a des marqueurs qui ne sont pas trop difficiles à corriger, mais c'est sûr que je pense que avant le secondaire, je vois mal un conseil scolaire qui va demander, on peut le faire de manière qualitative, mais demander aux élèves, est-ce que tu te sens homosexuel, hétérosexuel, non-binaire? Moi-même, je faisais partie d'un comité de données, même au niveau de l'université, on trouvait que c'était des questions délicates. Mais c'est clair qu'il se passe des choses au niveau même primaire et secondaire où on collige des données sur des diverses. Aussi, par exemple, quelqu'un hier a parlé au sujet de la Grande-Bretagne, au sujet des gens qui reçoivent des meals. Nous, on a un indicateur aussi qui est pas personnel au niveau des élèves, mais au niveau statistique en fonction d'où ils demeurent. Bon. Donc, avoir des données les plus et les harmoniser. Dans le cas des communautés autochtones, les communautés autochtones, on demande, entre autres, des indicateurs de succès et de bien-être qui soient spécifiques aux populations autochtones. J'ajouterais que vous alliez me dire pourquoi s'ils ne sont pas scolarisés dans les écoles provinciales. Ben, j'ai peut-être tourné mon coin un peu rond, comme on dit en québécois.
l'éducation des Autochtones est sous la responsabilité exclusive du fédéral lorsqu'ils vivent dans leur communauté, dans ce qu'on appelle des réserves, mais par contre, lorsqu'ils fréquentent les écoles, il y en a qui vivent en ville quand même, ils ont un pourcentage dans certaines régions, surtout pas dans les grandes villes, mais dans certaines régions hors des grandes villes, ou dans certaines grandes villes dans l'Ouest, mais ça ne se pose pas dans l'Ontario, évidemment. On retrouve des populations autochtones qui demandent qu'on réfléchisse finalement à qu'est-ce que c'est que la réussite du point de vue autochtone. Question de gestion des données personnelles, avec des débats sur l'éthique, la gestion des données personnelles, et également le travail qui se fait avec les syndicats et les conseils scolaires pour la question des données relatives au personnel, à la main-d'œuvre. Parce qu'on a des programmes d'accès à l'égalité pour 5 groupes visés dans à peu près toutes les institutions publiques à travers le Canada, dont les Autochtones, les minorités visibles, les femmes, les handicapés, et ça, c'est les 4, c'est ça, puis dans certains cas, les minorités linguistiques également. Alors, mais sauf que ces programmes-là n'ont pas été une réussite depuis 30 ans. Donc, on relance encore cette idée-là au niveau de l'Ontario. Il y a eu une certaine amélioration, évidemment, mais je veux dire, on n'a pas atteint les cibles souhaitées. Et je termine avec le 4e point de la politique, qui est que les organismes, donc les institutions, les autorités scolaires locales, les conseils scolaires doivent réfléchir aussi au changement de la culture organisationnelle, autant du ministère de l'Éducation en descendant, avec la révision notamment des processus de nomination au comité conseil du ministère de l'Éducation, etc., etc. Je vais m'étendre un petit peu moins là-dessus. Alors, ça vous donne une bonne idée de l'ambition de telle politique. Est-ce qu'on peut changer de diapo? Parfait. Alors maintenant, j'irai un peu plus dans la perspective critique par rapport à tout ça, que j'ai basé beaucoup, moi, sur mon expérience, mais aussi, comme je vous dis, pas seulement de l'approche ontarienne, mais j'ai beaucoup de connaissance aussi d'avoir mis sur pied cette politique-là au niveau d'une université. Je viens de terminer mon mandat avec le recteur et auparavant de l'avoir vu aussi dans d'autres domaines. J'ai travaillé avec la Nouvelle-Écosse également. Et donc, je vois des tensions conceptuelles, des tensions normatives qui sont récurrentes, des hiatus aussi entre ce qui se passe vraiment sur le terrain et ce qu'on dit à un certain niveau. Et je pensais que c'était peut-être ça qui était le plus intéressant, puisqu'on réfléchit finalement à c'est quoi les liens avec les politiques publiques et les projets de société. Souvent, les politiques publiques veulent aller plus loin que la société, et la société elle-même, elle résiste bien par ses terrains et elle nous dit à peu près où on en est rendu. Alors, je vais commencer avec la prochaine diapo, si c'est possible. Alors, la première tension, avec cette nouvelle approche qu'il y a une universalité de la diversité. Il faut comprendre que pourquoi on fait des politiques d'équité, de diversité et inclusion, je ne l'ai pas expliqué assez, mais je pense que c'est assez clair aussi, c'est que quand on avait des politiques axées sur un certain marqueur, il y avait des gens qui étaient autres et des gens qui n'étaient pas autres. Et l'idée, finalement, le grand discours qui est presque une rhétorique, c'est la diversité, ça s'applique à tout le monde. La diversité marque tous les élèves. Alors, c'est sûr que politiquement, c'est vendeur, au sens où, quand on a à vendre une politique publique, si on peut dire, les garçons blancs aussi, ils sont touchés par cette politique-là, parce que ce sont eux qui réussissent moins bien à l'école. On vient déjà d'aller chercher une partie de la population qui, a priori, ne serait pas nécessairement sympathique à d'autres enjeux. Alors, je pense que la raison pour laquelle l'approche EDI s'est imposée, c'était parce qu'elle avait ce côté inclusif de dire tous les élèves sont marqués par la diversité. Il n'y a personne qui n'est pas couvert par une politique équité, diversité, inclusion. Par contre, évidemment, il y a en même temps la rhétorique que certaines identités groupales ont un héritage historique plus négatif. Et donc, on trouve souvent cette tension-là, notamment dans l'allocation des ressources. En d'autres mots, tous les marqueurs sont égaux, mais certains marqueurs sont plus égaux que d'autres. Alors, en fait, dans ces politiques-là, ce qu'on trouve surtout sur le terrain et dans les actions, c'est évidemment la question autochtone. Et souvent, c'est comme la question autochtone actuellement, c'est sûr qu'elle va prendre toute l'importance de la prochaine année au Canada avec les découvertes macabres qu'on fait autour des pensionnats. On savait déjà, mais que le grand public dont le grand public n'avait pas pris confiance. Alors, évidemment, autochtone, la question, comme j'ai dit, peut-être pas tant la question de LGB, mais plutôt la question de TQ, etc., c'est-à-dire la non-binarité prend beaucoup d'importance actuellement. Les minorités racialisées ou racisées, le handicap. Par contre, on peut continuer sur l'autre diapositive.
le grand absent, et ça c'est un peu différent avec la Grande-Bretagne et encore plus la France, la question de la classe sociale. Moi, je l'ai noté aussi à l'université, où pourtant c'est encore le grand déterminant de l'accès à l'université. Donc, même si on dit qu'on va regarder l'ensemble des marqueurs, globalement, les marqueurs de classe sociale sont assez absents. Le genre au sens traditionnel, c'est-à-dire même si on a encore des programmes d'accès pour les femmes dans certains domaines, mais à l'école primaire et secondaire surtout, là, si on se focus sur les politiques d'avantage scolaire, la question des filles et des garçons prend peu d'importance. Parce que, en d'autres mots, on se préoccupe assez peu du bas taux du bas taux de réussite des garçons, avec l'argument que de toute façon, par après, leur faible taux de réussite a peu d'incidence sur leur progression future. Et on se réjouit que les filles réussissent mieux, mais on est conscient que ça c'est pas traduit dans la société. Donc, les batailles des 40 dernières années sont toujours là, mais c'est pas de dominance. Difficulté d'apprentissage est moins souvent évoquée. Et finalement, minorité de langue officielle aussi, la question des francophones hors Québec est peu présente. Une autre tension dont j'ai parlé un petit peu aussi hier, c'est que on met en valeur l'intersectionnalité comme une accumulation de handicaps, mais très peu de discussions approfondies sur des situations de non-congruence dans les relations de pouvoir. Puis quand on aboutit sur le terrain, ben, c'est ça qu'on se rend compte finalement, c'est que les élèves, surtout les enseignants sont porteurs de certains marqueurs qui peuvent les rendre, notamment de genre, dans une situation où eux se perçoivent pas en relation de pouvoir. Par contre, les élèves, eux, ont d'autres types de logique, mais très souvent, cette question-là est évacuée. Alors ça, c'est vraiment mon premier gros bloc de critique, si on peut dire. On peut passer à la prochaine. Le second bloc qu'on peut dire de tension, c'est est-ce que les identités sont électives ou assignées? Alors, dans la rhétorique, l'accent s'est mis sur l'élève porteur de culture au pluriel et agent de définition de ses identités. Alors donc, on serait dans des identités relativement électives, c'est-à-dire, ou en tout cas, il y a des identités qui assignées, mais la décision de les revendiquer, de s'y identifier à des degrés divers, ne relève pas de la communauté, mais relève de l'élève. Donc, c'est l'élève qui peut nous dire, ou l'étudiant, rendu à l'université, est-ce que ce qui se préoccupe, c'est son identité sexuelle, son identité de race, c'est lui qui définit ses identités. Mais, en réalité, évidemment, dans les programmes de formation, très souvent, on va se retrouver avec un certain essentialisme culturel parce que les enseignants vont dire oui, mais bon, cet élève-là, je voudrais avoir des renseignements, notamment sur les cultures autres. Et il y a aussi, mais je ferai pas, ça reflète aussi l'ambiguïté des groupes de pression. Parce qu'on a vu depuis 30 ans une évolution où de plus en plus certains groupes de pression ont insisté sur le caractère hérité de certaines identités groupales, notamment la question de l'orientation sexuelle, qui, par exemple, est de moins en moins définie comme une identité élective, mais beaucoup plus comme quelque chose qui serait une donnée de l'individu. Je dis pas que c'est vrai, mais dans les discours de groupes de pression, c'est clair, on ne choisit pas de devenir homosexuel. C'est le discours dominant des groupes de pression. Donc, ça va en contradiction avec des années 70 ou 80 où on insistait beaucoup sur le caractère construit de ces choses-là. Et je dirais même la question de genre ou d'appartenance, la question de race ou d'appartenance à une communauté autochtone, pour des raisons de mobilisation politique et d'efficacité, le discours des groupes de pression est fortement essentialiste lui-même. On s'appelle brother, on est tous dans la même communauté, notamment on est tous dans le même groupe. La communauté autochtone va souvent référer à des choses qui sont presque intangibles avant la colonisation. Et tout ça amène finalement une espèce de tension entre cette identité qu'on dit élective, puis celle qu'on assignerait de l'extérieur, mais aussi celle qui pourrait être assignée par le groupe lui-même ou revendiquée par le groupe lui-même. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans des choses extrêmement, comme on dit, claires et sans tension. Troisième tension, changement de diapo, la pédagogie culturellement sensible versus la pédagogie anti-oppressive. On voit qu'il y a comme deux rhétoriques.
Une pédagogie culturellement sensible, normalement, elle voit la diversité comme une valeur. Par contre, une pédagogie anti-oppressive amènerait à développer un rapport critique avec certains types de diversité. Parce que certains types de diversité sont le produit de l'oppression, alors que d'autres diversités peuvent être quelque chose qu'on vit de manière plus positive. Et donc, il faut tracer historiquement, par exemple, un exemple simple, pourquoi les communautés noires sont matrifocales et que les hommes noirs sont très, très, très peu impliqués. Je parle aux États-Unis parce que je n'ai pas donné pour d'autres, assez peu impliqués dans les familles. C'est l'effet de l'esclavage. Donc, est-ce que c'est une caractéristique culturelle parce qu'on séparait les familles, puis il y avait, la paternité n'existait presque pas. Donc, est-ce que c'est une caractéristique de diversité qu'on veut aborder comme quelque chose de positif ou c'est quelque chose dont on veut étudier le caractère construit? On pourrait faire le même débat avec le voile. Bon, le voile, ça peut être une excellente arme contre l'islamophobie puis contre un certain climat absolument délétère. En même temps, jusqu'à quel point c'est une construction également de rapports d'oppression. Alors, c'est pas toujours simple. Quand on lit ce qui s'écrit, on serait plutôt dans le développement d'un rapport critique avec certains types de diversité, mais quand on tombe dans les classes, souvent on va tomber avec la diversité, c'est une valeur et on respecte, ce qui peut effectivement amener, et je suis pas en train de virer à droite non plus, que le droit à la différence soit la différence des droits, c'est vraiment un slogan un peu excessif, mais que d'éviter les contradictions potentielles entre divers droits de la personne et les effets pervers potentiels sur l'équité d'une pédagogie culturellement sensible. Oui, effectivement, on a des gens, par exemple, dans les communautés juives orthodoxes qui poursuivent le gouvernement du Québec actuellement. C'est pas pour une politique intérieure, parce le gouvernement n'est pas intervenu pour empêcher leurs écoles de ne pas les éduquer. Donc, on a laissé des écoles non approuvées de type religieuse et qui sont arrivés à 20 ans, ils parlaient pas le français, ils connaissaient pas leurs droits, ils n'étaient pas préparés. Il y a une poursuite qui se fait actuellement. Donc, certains élèves pourraient dire, écoutez, vous m'avez traité différemment à cause d'une sensibilité culturelle. Et généralement, c'est pas toujours clair quand on retrouve ça sur le terrain. Et j'avance parce que je vois le temps passer, mais j'en ai plus beaucoup. Une autre tension également, tension ne veut pas dire négatif, mais simplement des domaines où c'est pas facile, on change de diapo bien sûr, lien entre la promotion sociale à plus long terme et la redéfinition du curriculum et de la réussite. Par exemple, si on dit on va redéfinir les critères, c'est quoi la réussite pour un élève autochtone, par exemple, très certainement, il va y avoir des conséquences positives d'avoir un curriculum inclusif. Et effectivement, on peut penser qu'au moins une certaine réussite scolaire à court et moyen terme peut être favorisée. Mais au Canada, contrairement aux études que Madame a partagées hier, on a peu de preuves de suivi de ce type-là. Par contre, on a beaucoup d'approches qualitatives qui nous montrent effectivement que les élèves, lorsqu'on prend en compte leur réalité, et que le curriculum est inclusif, qu'effectivement, le rapport au savoir est meilleur, donc les productions sont de meilleure qualité. Donc, je pense qu'on est à peu près à l'aise avec ça. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que si on redéfinit le curriculum, mais que le marché du travail n'est pas transformé, est-ce qu'on va avoir un impact négatif sur la mobilité sociale à long terme? Est-ce que les universités vont-elles se transformer à ce point-là? Si on a tenu compte des conceptions des uns et des autres sur la réussite, sur le rapport au temps, sur l'oralité versus l'écrit, je fais cette sorte d'exemple. Quand on va arriver sur le marché du travail, est-ce que le marché du travail, lui, est prêt à suivre? Parce que sinon, on se trouve peut-être simplement à repousser le problème à 10 ans plus tard, et que les inégalités, au lieu de se vivre à l'école, ils vont se vivre dans la société plus large. C'est un peu, d'ailleurs, on pourrait s'inspirer là-dessus, si je peux me permettre, pour quelqu'un qui a vu neiger, de l'expérience des filles, parce que le curriculum est très, très proche de la culture des filles. L'école fait réussir les filles remarquablement, mais les valeurs qui sont dans le out there, comme on dit en anglais, n'ont pas changé beaucoup. Et donc, finalement, la réussite scolaire, qui a toujours été plus de caractéristiques féminines, n'a pas un grand impact, enfin pas tout l'impact qu'elle devrait sur l'égalité sociale à plus long terme. Donc, il y a une réflexion à faire là-dessus qu'on ne trouve pas nécessairement dans les politiques de DI s'adressant au milieu scolaire. Et mon dernier, eh bien,
c'est, on change de diapo, la question de la responsabilité collective versus la responsabilité individuelle dans la lutte au racisme ou dans la lutte, je dirais, à peu près à toutes les aux discriminations si on s'intéresse à d'autres types de marqueurs. Alors, c'est sûr que dans la rhétorique, on parle essentiellement des dimensions systémiques, mais par contre, les mesures, elles exigent presque toujours une transformation des individus, parce qu'évidemment, le système, c'est fort abstrait, hein, et ça amène parfois à ce qui a été considéré comme des pratiques de culpabilisation des intervenants et des élèves blancs. Par exemple, il y a des campagnes de white privilege en Colombie-Britannique. On interpelle les individus et parfois dans une perspective parfois dans une perspective complexe, c'est plus intéressant, mais d'autres fois dans une perspective assez simpliste parce que ce marqueur-là devient le seul marqueur. Moi, je me souviens d'avoir participé pour m'amuser à une session dans une école et on demandait est-ce que je me suis déjà senti que je n'appartenais pas au groupe? Puis on était supposé, quand on était blanc, répondre non, ça m'est jamais arrivé. Ça n'avait évidemment pas de sens. Est-ce que j'ai déjà senti que ma langue n'était pas valorisée? Ben, moi, comme Québécois, j'avais envie de répondre oui dès que je vais à Ottawa. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain dans ce genre d'approche-là, on se rend compte des fois que le white privilege est vraiment, les réponses attendues sont définies vraiment de manière assez limitée. Et donc, justement, ça amène la question, parce qu'on a même l'expression de la blanchitude qui commence à s'imposer, là, comme traduction de whiteness. Ben, si on décide que souvent dans ces discussions sur la discrimination, ça revient à mon premier commentaire, la race ou la racialisation devient le principal marqueur du privilège. Et à ce moment-là, ben, ça nous amène finalement à négliger le fait qu'il y a d'autres marqueurs dans les rapports de pouvoir et qui ne sont pas tous congruents. Alors, écoutez, je sais que ça fait beaucoup de choses, mais pour terminer sur des choses un petit peu plus proactives, ben, je passerai à la dernière partie. Est-ce que tu veux me changer ça, s'il te plaît? Et c'est vraiment personnel comme réflexion sur les approches à privilégier. Je ne sais pas si ça existe, cet exemple-là, cette expression-là, mais au Québec, on dit de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire pour récupérer dans les approches équité, diversité, inclusion, pédagogie culturellement sensible, etc., tout ce qu'il faut y aller chercher sans tomber justement dans l'épouvantail républicain, le contre-épouvantail défini par un discours républicain pur et dur. Comment on devrait aborder ces questions-là? Et aussi, ce qui peut nous rassurer, je vous dirais, c'est que sur le terrain, malgré tout, les gens sont souvent conscients de la complexité des choses, mais ils peuvent être tentés d'adopter des rhétoriques simplistes. Mais en fait, quand on travaille dans la complexité, quand on est un professionnel, qu'on soit enseignant ou direction d'école, on trouve un excellent écho quand on fait appel aux gens à leur connaissance de la complexité, mais encore faut-il le faire. Alors, le mot complexité est important dans les cinq grandes propositions que je vais faire, qui est vraiment des réflexions. Alors, on peut changer de diapo. Alors, justement, j'ai insisté beaucoup là-dessus, mais je pense que c'est important. Il ne faut pas minimiser l'importance des contradictions entre divers marqueurs chez le même individu ou entre les individus. Donc, revenir sur le fait qu'on porte tous des marqueurs, nos marqueurs ne jouent pas tous dans le même sens, il y a des choses qui nous avantagent, des choses qui nous désavantagent. Dans un rapport interpersonnel, on ne sait jamais à quel point les gens qu'est-ce que les gens amènent dans le rapport, comme histoire, etc. Mais c'est fondamentalement ne pas minimiser cette importance des contradictions. D'autre part, la deuxième est plus difficile, je le reconnais. Pour reconnaître qu'il y a un impact des appartenances groupales sur les positions sociales, surtout sur le rapport au savoir, mais ça ne veut pas dire céder au communautarisme ou au racisme cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut reconnaître, par exemple, que tant qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes à l'université, il ne s'est pas produit tant d'études féministes. Mais il y a eu des hommes qui étaient féministes qui ont produit des connaissances. Et globalement, il y a une histoire des champs du savoir qui fait que quand les groupes exclus du savoir intègrent les lieux de production du savoir, oui, effectivement, il se produit un savoir différent, complémentaire et plus complet. D'autre part, même lorsque les groupes de parents, les groupes de pression s'impliquent pour la sélection du savoir scolaire, oui, il devient plus inclusif, il y a des choses qu'on revisite. Mais ça ne veut pas dire qu'on tombe dans du relativisme cognitif. On amène une complexité plus grande du savoir.
C'est-à-dire que fondamentalement, si on a appris pendant 50 ans dans les écoles primaires au Québec, ou secondaires surtout, que les pensionnats autochtones, oui, il y avait eu des petits abus, mais que globalement, c'était quand même fait pour une bonne chose. Ben, je pense qu'actuellement, ce qu'on apprend, c'est que le négatif l'emportait sur le positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement tout avoir une perspective non historique sur l'existence des pensionnats, mais fondamentalement, on peut arriver à avoir un savoir plus complexe. Donc, finalement, les appartenances groupales ont une importance sur le rapport au savoir, parce qu'ils peuvent nous permettre de rendre le savoir, et notamment le savoir scolaire, plus complexe, mais ça ne nous oblige pas, ça nous dédouane pas que les opinions deviennent des savoirs. Donc, ça nous éloigne pas de la rigueur nécessaire qui évite de tomber dans le relativisme cognitif. Même chose pour le communautarisme. On prend souvent l'exemple du jeu de cartes. On a des cartes qui nous sont données à la naissance et elles existent. Donc, les appartenances groupales, elles ont un impact sur mon identité et mes positions sociales, mais je suis comme un joueur de cartes. Je joue mes cartes, deux joueurs qui ont la même main, je joue pas le même jeu. Donc, importance de concilier apparemment ces deux choses qui sont en tension. La question de la liberté d'expression et épanouissement maximal du pluralisme dans le débat relatif à l'équité et à la sexualisation. Je sais que j'ai peu parlé du cancel culture parce qu'elle s'est peu posée au primaire secondaire. On pourra en parler sur une question pour des... Mais fondamentalement, l'idée est que normalement, les approches inclusives devraient amener un épanouissement maximal du pluralisme, donc amener plus de diversité et non pas moins de diversité. Et par contre, pour la liberté d'expression n'est réelle que lorsque les voix non entendues reçoivent du pouvoir. Parce que sinon, on ne parle pas de liberté d'expression, c'est tous les journalistes sont des hommes blancs, que tous les discours alternatifs sont pas représentés. Donc, c'est l'idée que liberté d'expression et épanouissement maximal du pluralisme vont de pair. Mais l'équité et l'actualisation de l'équité doit contribuer justement en amenant plus de gens dans l'arène publique à plus de liberté d'expression et plus de pluralisme et pas à moins. Ce qui va contre certaines pratiques effectivement de cancel culture sur lesquelles on pourra revenir. Quatrièmement, excusez-moi, on va changer de diapo. Faire des coalitions entre les porteurs de marqueurs négligés dans les politiques et les pratiques antiracistes qui sont souvent récupérés par les mouvements d'extrême droite. Parce qu'évidemment, un des problèmes, on a une approche équité, diversité, inclusion qui essaye d'aller parler à tous, mais qui, dans ses pratiques, finalement, finit par antagoniser avec 2 ou 3 marqueurs essentiels par rapport à des gens qu'on redéfinit à nouveau comme ayant pas de marqueurs, c'est-à-dire les blancs, défavorisés, hommes, hétérosexuels. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve à ce moment-là qui vont devenir des opposants des politiques d'équité, alors que normalement, historiquement, la gauche, la vraie gauche progressiste, elle devait amener les gens à amener des coalitions larges en négligeant pas certains marqueurs. Et bien, pour moi, c'est le dernier, c'était plus pour notre propre groupe, c'est d'avoir des perspectives comparatives pour déconstruire des représentations biaisées des modèles respectifs. Parce que, en tant que Québécoise, moi, je suis toujours prise entre le discours français, le discours dit anglo-saxon. Et on est bien à même de voir que ce qui se passe en France est beaucoup plus complexe que ce qu'on y entend. Et d'autre part, que ce qui se passe au Canada anglais ou aux États-Unis est beaucoup moins avancé et beaucoup moins complexe que ce qu'on y entend aussi. Donc, je trouve intéressant quand on peut comparer nos modèles et nos politiques. Voilà, je m'arrête sur ça. Eh bien, merci infiniment.